Bonjour, nous allons étudier à présent le chapitre 3 intitulé Interaction et force. Commençons par le grand 1 dans lequel nous allons préciser la notion de force. Dès que l'on entend le mot force, on imagine sans peine tout de suite une référence à certains films de science-fiction bien connus. Au passage, vous avez une petite phrase pour travailler votre anglais, mais la notion de force en physique-chimie est un petit peu différente. Petit a, les interactions. Lorsque deux corps agissent réciproquement l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils interagissent, on dit qu'il y a à ce moment-là une interaction entre eux. Si ces deux corps se touchent, s'il y a contact entre les deux, eh bien il s'agira à ce moment-là d'une interaction de contact tout simplement. Par exemple, à droite, vous avez ici l'interaction légendaire entre la pomme et la tête du pauvre Isaac Newton. Dans le cas contraire, lorsqu'il n'y a pas ce contact, nous allons parler d'interaction à distance. Par exemple, à gauche, vous avez une interaction gravitationnelle entre la pomme et puis bien entendu située plus bas, la surface du sol, c'est-à-dire la Terre. Cette interaction est plus particulière puisque la pomme et la Terre s'attirent l'une l'autre sans que l'on voie le lien immédiatement entre les deux. Dès lors, il est important pour nous de modéliser, de représenter une action, une force. Une action qui est exercée par un objet qu'on va appeler A sur un autre objet qu'on va appeler B va être modélisée par une force qui va se noter de la façon suivante. F pour la force, une petite flèche au-dessus de cette lettre F pour indiquer qu'il s'agit d'une action, et nous précisons ensuite qui agit sur qui. Ici, il s'agit de l'objet A qui agit sur l'objet B. Les caractéristiques vont être le point d'application de la force, où est-ce qu'elle agit. Ensuite, nous allons avoir la direction de la force. Est-ce qu'elle agit selon l'horizontale, selon la verticale, en oblique? Son sens, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Et enfin, la valeur, c'est-à-dire l'intensité de la force. Est-ce que la force est importante ou pas? Ce qui veut dire que l'on peut donc mesurer la valeur d'une force. Et en hommage aux travaux de Sir Isaac Newton, nous allons utiliser son nom comme unité de mesure de la force d'une façon générale dans le système international. La valeur d'une force se mesure en newtons et l'appareil qui permet de la mesurer s'appelle un dynamomètre. Vous avez sur la photo ci-dessous un dynamomètre, il en existe plusieurs sortes. Celui-ci est celui que nous utiliserons probablement lorsque nous le reverrons en classe. Vous pouvez observer à l'intérieur de ce dynamomètre ici que l'on a un ressort. Lorsque l'on veut mesurer une force, on fait agir la force sur la partie avec le crochet à l'extrémité du dynamomètre, et lorsque l'on tire sur la tige, par exemple, eh bien, le ressort qui est situé à l'intérieur va s'étirer. Et pour l'étirer, il faudra exercer une force d'autant plus importante. Et vous avez à présent le petit curseur ici qui va pouvoir se déplacer. Plus la force est importante, plus il va vous indiquer une graduation qui indiquera un nombre de newtons élevé. Par exemple ici, 0,8 newton. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 newton est la force que vous exercez lorsque vous faites clic-clac sur votre stylo à billes par exemple. C'est donc une force relativement faible. Revenons à la situation où la pomme est en train de chuter vers la tête de Newton. Comment représenter l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur cette pomme? Et bien sur un schéma, on représente une force par un segment fléché, une flèche, appelée vecteur. Vous avez ici à gauche la flèche qui est apparue qui représente l'action exercée par la Terre sur la pomme. Ce vecteur va partir du point d'application de la force. La force agit sur la pomme, au centre de la pomme pour simplifier les choses. Il indique ensuite la direction de la force. Ici, la pomme chute verticalement, car l'action est dirigée vers le centre de la Terre. Et le sens de la force, la pomme tombe vers la Terre. En ce qui concerne la longueur de notre flèche, la longueur de ce vecteur, eh bien, elle est directement proportionnelle à la valeur de la force. Par exemple, sur ce dessin, je vous demandais de représenter la force exercée par la Terre sur la pomme avec une valeur de 1,5 newton. L'échelle demandée était de 1 cm pour 0,5 newton. Vous avez donc logiquement tracé un vecteur, une flèche, dont la longueur était égale à 3 cm. Enfin, il faut nommer ce vecteur, lui donner un nom. La notation est donc la suivante. Vous reconnaissez ici le F avec surmonté de la petite flèche pour indiquer qu'il s'agit d'une force, un vecteur force, et on précise qu'il s'agit ici de la force exercée par la Terre sur la pomme.
Quels peuvent être les différents effets d'une force qui agit sur un objet? Prenons par exemple ce qui se produit lorsque nous avons une balle de tennis. Nous allons prendre pour référence l'un des plus beaux revers de l'histoire du tennis, avec Federer ici en pleine action. La balle arrive vers sa raquette et au moment où la force de contact s'applique, eh bien la balle va changer de vitesse et changer également de trajectoire. Donc une force peut modifier la vitesse ainsi que la trajectoire d'un objet. Observons à présent la balle au moment de l'impact, au moment où la raquette vient la frapper, avec une vidéo en slow motion pour bien détailler le mouvement et ce qui va se produire. La balle est parfaitement sphérique au départ, et au moment où la raquette exerce une force de contact sur la balle, eh bien celle-ci va très nettement se déformer. D'abord sphérique, elle devient complètement aplatie. Elle fait à peine la largeur du tamis en épaisseur. On en conclut quelque chose de très simple. Lorsqu'une force agit sur un objet, elle peut également le déformer. En résumé, quels sont les effets d'une force? Eh bien, une force peut modifier le mouvement d'un objet, c'est-à-dire changer sa trajectoire et éventuellement sa vitesse. Et elle peut également déformer cet objet. C'est ce que l'on vient de voir avec l'exemple de la balle de tennis. Voici le premier exercice pour s'entraîner à représenter les vecteurs force et à représenter les forces d'une manière générale. On reprend l'exemple dans cet exercice de la raquette et de la balle de tennis. L'échelle donnée est 1 cm pour 100 newtons. Sur la photo, on a représenté la force exercée par la raquette sur la balle, bien évidemment. La direction de cette force, on peut voir ici que le vecteur est porté par une droite horizontale. La direction de la force est donc horizontale. Le sens de la force, elle est dirigée vers la droite. Et enfin, si vous avez mesuré la longueur de cette flèche, la longueur du vecteur, vous avez dû trouver 3 cm. Et avec l'échelle d'1 cm pour 100 newtons, on en déduit que la valeur de cette force est de 300 newtons. Exercice. Deuxième exercice, deuxième exemple, avec cette fois-ci la force exercée par un alpiniste sur une corde. On vous précise que la valeur de cette force est égale à 40 newtons et qu'on utilisera l'échelle de 1 cm tous les 10 newtons. Le vecteur force que vous avez dû représenter est le suivant. Pourquoi? Eh bien parce que le point d'application est bien évidemment situé au niveau de la main de l'alpiniste. C'est à cet endroit-là qu'il tient la corde et qu'il tire sur cette corde. Ensuite, vous voyez que le vecteur force est dans le prolongement de la corde. En effet, la tension de la corde, la direction de la corde et la direction du vecteur force. C'est dans cette direction que l'alpiniste tire sur la corde. Ensuite, le sens est de la main vers le bas, en bas à droite, puisqu'il tire sur la corde et il ne la pousse pas. Enfin, la longueur de votre vecteur force ici doit être égale à 4 cm pour obtenir les 40 newtons. On indiquera également la façon de nommer ce vecteur force avec la notation suivante. Vous retrouvez le F surmonté d'une petite flèche pour indiquer qu'il s'agit d'un vecteur force et on indique que c'est l'alpiniste qui agit sur la corde. Troisième exercice, troisième exemple. Cette fois-ci, un dynamomètre est fixé à un mur et une personne attrape la tige du dynamomètre et exerce une force de traction horizontalement. On vous demande de représenter la force exercée par la main sur le dynamomètre avec une échelle de 1 cm pour 0,5 N. Vous constatez que la valeur de la force exercée vaut 1, 2 plus la moitié de 2,5 N. Le point où la force s'applique est ici, c'est-à-dire là où la main tient le dynamomètre. Le vecteur doit donc partir de ce point-là. La personne tire horizontalement, on le voit ici avec la tige, donc le vecteur doit être horizontal. Et comme le ressort est ici étiré, eh bien la force doit s'appliquer vers la droite. On obtient donc une flèche de ce type-là. En ce qui concerne la longueur de la flèche, puisque l'échelle est 1 cm pour 0,5 N, et puisque la force vaut ici 2,5 N, eh bien il vous faudra un vecteur de longueur 5 cm, comme le montre le calcul ici, 5 cm fois 0,5 N par centimètre. Cela vous donne bien 2,5 N au total. Pour terminer, on n'oublie pas de nommer le vecteur force. Il s'agit ici
de la force, F avec une flèche pour indiquer le vecteur force, exercée par la main sur le dynamomètre. Étudions à présent la notion d'équilibre d'un objet quand est-ce qu'un objet est dit à l'équilibre au repos. Nous prendrons pour cela l'exemple du jeu du tir à la corde. Georges et Albert s'affrontent à ce jeu, Georges à gauche, Albert à droite. Première question, quelles sont les forces qui s'exercent sur la corde? Ces forces sont au nombre de 2, car nous négligeons en effet l'action exercée par la Terre sur la corde, ce qu'on appelle également le poids de la corde. On estime que celle-ci a une masse négligeable. Les forces sont donc les suivantes, celle exercée par Georges à gauche et celle exercée par Albert à droite. Question petit b, je vous demande de représenter la force exercée par Georges sur la corde, sachant que son intensité est égale à 200 newtons. Nous devons donc tracer un vecteur sur le schéma. Le point d'application de cette force sera la main de Georges, c'est là qu'il tient la corde. La corde est tendue horizontalement, cela veut dire que Georges tire horizontalement, son action s'exerce horizontalement, le vecteur doit donc être horizontal lui aussi. Et enfin il tire vers la gauche, à l'opposé d'Albert, le vecteur force doit donc être une flèche partant de la main de Georges, horizontale et vers la gauche. Quant à la longueur de cette flèche, de ce vecteur, elle doit représenter 200 newtons. En bas du schéma, vous avez ici un indice qui vous indique quelle longueur correspond à 50 newtons, à peu près 1 cm normalement sur votre feuille imprimée. Pour arriver à 200 newtons, il faut donc reporter 4 fois cette longueur. Question petit c. On vous demande à présent de déterminer la valeur de la force exercée par Albert sur la corde. En regardant et en utilisant éventuellement votre règle, vous remarquez que le vecteur ici en bleu a une longueur 4 fois supérieure à la petite double flèche. 4 fois 50 newtons nous font à nouveau 200 newtons. Albert exerce lui aussi une force de 200 newtons. Question petit d, qui gagne le jeu? Bien évidemment pour l'instant personne, car les deux protagonistes, les deux joueurs, exercent des forces qui se compensent. Elles se compensent car elles ont la même valeur, elles ont la même direction, mais elles sont de sens opposé. Conclusion. Un objet soumis à deux forces sera à l'équilibre, c'est-à-dire immobile dans le référentiel d'étude, si ces deux forces se compensent. Elles ont bien la même direction, la même valeur en newton, mais elles sont de sens opposé, et c'est en cela qu'elles se compensent. Voici à présent 3 questions qui semblent bien différentes et qui auront pourtant un point commun, c'est qu'elles ont la même réponse. Pourquoi les planètes gravitent-elles autour du Soleil? Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? Et pourquoi la pomme tombe-t-elle sur la tête de Newton? La réponse est dans les 3 cas la même, il s'agit de l'attraction gravitationnelle universelle qui était théorisée pour la première fois par Sir Isaac Newton en 1600. Jusqu'au XVIe siècle, les astronomes pensaient que la Terre était le centre du monde. Après les travaux de Nicolas Copernic en 1543, les astronomes vont replacer entre guillemets le Soleil au centre du système solaire, car il est ainsi plus facile de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Mais une question se pose alors, pourquoi la Terre tourne-t-elle autour du Soleil et pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? Les deux phénomènes auraient-ils la même explication? Eh bien la réponse est oui, et c'est grâce à Isaac Newton que nous avons cette réponse au XVIIe siècle. La théorie de la gravitation universelle de Newton explique donc le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil. Pour bien comprendre cela, nous allons utiliser une analogie. Nous allons comparer le mouvement d'une planète autour du Soleil à celui d'une fronde. Une fronde, comme celle de l'image, est constituée d'une balle fixée à une ficelle. Lorsqu'on utilise cette fronde, on retient la ficelle à l'aide de la main, on imprime une certaine vitesse à la balle, et celle-ci va alors décrire un mouvement circulaire autour de la main. Dans cette situation, la balle est retenue grâce à la ficelle et c'est pour ça qu'elle ne s'éloigne pas de la main et qu'elle reste sur une trajectoire circulaire. Pour comparer les choses, la main joue ici le rôle du Soleil et la balle joue le rôle de la Terre. Si la Terre décrit un mouvement circulaire autour du Soleil, c'est parce que le Soleil exerce sur la Terre une force qui la retient. Et cette force, bien qu'elle soit invisible, qu'elle n'ait pas besoin de ficelle pour exister, est ce que Newton va appeler l'attraction gravitationnelle universelle. Si jamais cette force n'existait pas, eh bien la Terre s'éloignerait du Soleil, comme si on lâchait la ficelle, la balle s'échapperait et ne décrirait plus ce mouvement circulaire.
Dans sa théorie de l'attraction gravitationnelle universelle, Newton postule que deux objets qui ont une masse exercent l'un sur l'autre une action attractive, qu'il appelle la gravitation universelle. La seule donnée importante est que les objets doivent posséder une masse, et dès lors cet effet d'attraction doit exister. Il sera peut-être faible, mais il existera malgré tout. La formule que l'on obtient à partir des travaux de Newton est la suivante. Premier élément, F de A sur B. Cela représente la force F exercée par un objet A sur un autre objet B. Pour calculer cette force, nous prenons la constante gravitationnelle, G, qui est une constante qui ne change jamais de valeur. Ensuite, nous multiplions par la masse du premier objet. Ensuite, nous multiplions par la masse du deuxième objet, l'objet B. Et enfin, nous divisons par la distance qui sépare l'objet A de l'objet B au carré. Ce qu'il y a d'utile à comprendre de cette formule, c'est que si jamais la masse de l'objet A ou bien la masse de l'objet B augmente, et bien lorsque l'on fait ce calcul, on obtient un résultat plus important. La force d'attraction sera donc plus grande si les objets ont une masse importante. Au contraire, si la distance qui sépare les objets est de plus en plus importante, dans la mesure où on divise par cette distance au carré qui plus est, et bien le résultat final sera d'autant plus petit. On en déduit donc que la force d'attraction diminue si la distance qui sépare les objets augmente. Ce qui nous donne les réponses suivantes dans le texte. Cette attraction gravitationnelle augmente si la masse des objets augmente, et elle diminue si la distance qui les sépare augmente. Sur le schéma, on observe deux flèches, une rouge et une verte, car en effet, si la Terre attire la Lune attire elle aussi la Terre. Un phénomène qui peut nous le montrer est le phénomène des marées, où l'action d'attraction de la Lune, conjuguée également celle du Soleil, vont déformer la surface des océans et provoquer le phénomène des marées montantes et des marées descendantes.